Depuis 4 ans, la Russie mène une guerre terrible. Mais un même pays peut être perçu différemment selon les individus. Pour certains, c'est une terre calcinée par les combats. Et pour d'autres, le lieu de tous les possibles. À Moscou, les autorités ont récemment inauguré une immense patinoire, comme pour montrer à quel point la ville est riche et bien lotie. Mais tout ça n'est qu'une façade, un décor imaginé par les propagandistes. Aujourd'hui, partons découvrir une autre Russie où la vie est bien différente. Bonjour, je suis Masha Borzunova et je vais essayer de vous expliquer ce qu'est la Russie, un pays très difficile à comprendre. Voici la Yakoutie, ou République de Sara, située dans le nord-est de la Russie. Cette région est l'une des plus grandes au monde. Sa superficie est comparable à celle de l'Inde. Quant à sa population, elle avoisine le million d'habitants. Ici, 1 personne sur 2 est yakoute et 1 sur 3 russe. Le reste de la population est constitué de communautés autochtones. On sait que les minorités nationales, déjà menacées de disparition, sont proportionnellement plus souvent recrutées pour partir sur le front. Dans l'ensemble, la Yakoutie se développe bien. C'est une région très active qui nous fournit beaucoup de combattants hors du commun pour servir au front. Que pensent les habitants de la Yakoutie de cette guerre, dont l'objectif est d'étendre le monde russe ? Je suis un journaliste russe. Je voyage beaucoup et me rends régulièrement en Yakoutie. Cette région, connue pour ses hivers extrêmes, est traversée par le cercle polaire arctique. Aujourd'hui, il fait moins 47 degrés. Je viens de sortir ma caméra et elle s'est instantanément recouverte de givre. À Yakoutsk, la guerre est bien perceptible. La ville est recouverte de portraits de soldats et d'affiches appelant à s'engager dans l'armée. Plus d'une dizaine de Yakoutes comptent désormais parmi les héros de la Russie. Ces personnes se sont battues pour ce pays avec sincérité, parfois désespérément, sans se ménager. Et ça nous rend fiers de notre peuple. Nous partageons tous cet état d'esprit car nous sommes des gens du Nord. Alexei Toltsiakov, 42 ans. Je suis né et j'ai grandi à Yakoutsk. Alexei fait partie de la classe moyenne et se décrit lui-même comme viscéralement patriote. Heureusement, la plupart des gens d'ici partagent mon point de vue. Si vous voyagez en Yakoutie, vous ne trouverez pas un village où les grands-mères tricotent pas des filets de camouflage ou des chaussettes pour nos soldats. Tu connais beaucoup de gens qui sont partis à la guerre? Oui, beaucoup. Et malheureusement, certains sont revenus dans un cercueil. Régulièrement, la télévision publique diffuse des reportages sur les Yakoutes et d'autres peuples russes mobilisés dans le conflit. On y souligne que même au front, ils continuent à parler leur langue maternelle et à pratiquer leurs rituels religieux. Quoi qu'il arrive, les courageux guerriers yakoutes sont protégés par des forces supérieures. Sans la foi, c'est difficile de vivre, surtout en temps de guerre. Notre religion est en réalité très simple. Nous vénérons la nature par-dessus tout, comme c'est le cas dans de nombreuses religions ailleurs dans le monde, mais le panthéon de nos dieux est très vaste. J'ai voulu prendre la route pour découvrir à quoi ressemble la campagne yakoute. En chemin, mon chauffeur s'est arrêté pour remercier ses dieux.
Chaque région possède ses propres lieux sacrés où il faut accomplir certains rituels. On peut par exemple y laisser une pièce de monnaie. Certains y déposent aussi des cigarettes. Et ça, c'est ce qu'on appelle le salama. C'est des cordelettes ou des rubans qu'on accroche pour éloigner les mauvais esprits. Parmi ces banderoles colorées, j'ai remarqué un ruban de Saint-Georges qui symbolisait autrefois la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on l'accroche plutôt en signe de soutien à la guerre actuelle. C'est une pratique récente. Elle est apparue avec l'opération spéciale. Il y a environ 3 ans, les gens se sont mis à accrocher des rubans de Saint-Georges. Pas mal de nos frères ainsi que des pères de famille se battent sur le front et participent à ce qu'on appelle l'opération spéciale. On ne fait qu'honorer la mémoire de nos soldats tombés au combat. Mes neveux aussi se battent là-bas. Certains sont revenus vivants, Dieu merci. Mais d'autres sont toujours au front. C'est ça le quotidien des gens à la campagne. Le froid rend les conditions de vie très difficiles. Pourtant, les gens semblent s'y être parfaitement accoutumés. Qu'est-ce que vous faites là? Je mets des bandeaux en tissu autour des pieds de vache pour éviter qu'ils gèlent. Les températures sont négatives là-dedans. Bah oui, on est en Yakoutie. Aujourd'hui, il fait moins 50 dehors. Quand les pieds gèlent, le lait est perdu. Ici, le climat est très continental, mais on est habitué. Moi, je comprends pas comment les gens peuvent vivre sans hiver. Ça me paraît impossible. Avant, il faisait encore plus froid. Maintenant, c'est rare qu'il fasse moins 50. Le climat est devenu plus moderne. Dites-moi, est-ce que la vie a changé ici? Bien sûr qu'elle a changé. Regardez ce bâtiment là-bas. C'est nos bains publics. On y va ce soir. En hiver, quand il fait trop froid, c'est un peu dur. Le camion-citerne ne s'arrête pas longtemps. Mais ça fonctionne quand même, hein? Et maintenant, on n'a même plus besoin de se chauffer au poêle. Parce que depuis 2005, on a le gaz. On peut vraiment dire qu'on profite de la vie ici. Je remercie Dieu d'être né en Yakoutie. Si j'étais né ailleurs, en Afrique ou en Inde, je souffrirais de la faim. Alors qu'ici, on mène une bonne vie. Il fait froid, mais c'est bien. Selon les habitants, les prix ont fortement augmenté en Yakoutie depuis le début de la guerre. Même ici, sur le marché le plus froid du monde. Regardez nos beaux poissons. Ils sont bien gras. Combien de temps vous pouvez rester ici sans geler? Toute la journée? Oui, on est là toute la journée. Et vous n'avez pas froid? Un peu, mais tant qu'on bouge, ça va. Faut boire du thé. Oui, dehors, on boit du thé bien chaud. Vous avez senti un impact depuis la guerre et les sanctions? Là-dessus... Non, je peux pas vous répondre. Je comprends. Les gens ont peur de se plaindre à un journaliste, mais espèrent tout de même que Poutine sera informé de leurs problèmes. Vous regardez la conférence de presse du président? Il parle de la Yakoutie? En Yakoutie, le prix de l'électricité dans les hôpitaux, les écoles et les établissements sociaux a été multiplié par 10 en 4 ans. Les Russes savent comment les choses fonctionnent. Quand un sujet a été abordé publiquement avec le président, ça signifie qu'il sera bientôt résolu. Je vous promets d'y prêter attention. C'est tout. Il est clair que notre économie a un peu changé, tout comme notre pays. Mais les principaux exploitants de matières premières sont toujours présents, tout comme les grandes entreprises venant de pays soi-disant hostiles. Une société canadienne est par exemple implantée dans la région depuis très longtemps et a déjà créé beaucoup d'emplois. On fournit aussi du gaz à la Chine, alors on ne peut pas dire que tout soit détruit ici. Au contraire, tout va bien.
La République de Sara est souvent présentée comme la Silicon Valley de Sibérie orientale. 2 entreprises internationales y ont vu le jour. Un service de réservation de taxis en ligne et un développeur de jeux sur téléphone. Après le début de la guerre, elles ont toutes les deux transféré leur personnel à l'étranger. Je me suis rendu dans les bureaux d'une entreprise informatique locale qui affiche de grands projets, malgré les sanctions et l'isolement. On développe un jeu sur la chasse qu'on va vendre sur des plateformes internationales. Je pense que dans son genre, ça va être un vrai succès. En tout cas, les streamers étrangers qui regardent nos vidéos disent tous qu'il a l'air très cool. Je m'appelle Vladislav Petrov, je suis entrepreneur et je dirige une société spécialisée dans l'informatique. Dans notre secteur, pas mal de gens sont partis travailler à l'étranger. Moi, j'ai été parmi les derniers à partir. J'ai vécu quelques mois dans différents pays et puis je suis revenu ici. Il n'y a que quelques-uns de mes amis qui sont restés à l'étranger. À mon retour, beaucoup de gens m'ont écrit pour me demander de leur trouver un emploi. Ils voulaient rentrer en Yakoutie, mais ils ne savaient pas où travailler. Ces derniers temps, j'ai remarqué que de plus en plus de jeunes avaient envie de rester en Yakoutie et de faire quelque chose d'utile pour leur région. Je suis parti à la rencontre de cette jeunesse yakoute, dans un festival artistique local organisé dans un centre culturel, au milieu de portraits de vétérans, de cosmonautes et de Staline. C'est quoi ce costume? Un personnage de Warhammer 40 000. C'est un jeu de stratégie. Je suis de la chair à canon. Ici, les costumes militaires ne sont pas tous inspirés par des jeux vidéo. Je suis soldat dans les forces armées de Yakoutie. J'ai un drapeau, un pistolet, tout ce dont on a besoin au front. Les personnes qui ne considèrent pas la guerre comme un jeu inoffensif ont souvent peur de montrer leur visage. Car dans la Russie d'aujourd'hui, une simple critique peut vous conduire en prison. Je vais vous parler sans nommer personne. Parce qu'on porte tous dans nos gènes la peur de cet empire qui a opprimé tant de peuples pendant des siècles. Et je pense que tout va continuer comme ça encore longtemps. Actuellement, on vit une véritable horreur qui dure depuis près de 4 ans et dont on ne voit pas la fin. Tous les jours, je vois des affiches représentant des héros de la Russie qui sont plus en vie. Beaucoup s'engagent dans l'armée poussés par la pauvreté. On leur promet de l'argent pour améliorer leurs conditions de logement et nourrir leur famille. La plupart d'entre nous, moi y compris, on ne peut pas résister activement, seulement passivement pour nous sauver nous-mêmes. Je ne sais pas dans quelle mesure ça nous excuse. Depuis le début de la guerre, la culture pop russe s'est tournée vers le patriotisme, comme pour glorifier le pays en se voulant branché. 2 tendances ont vu le jour. D'un côté, une culture portée par les nationalistes, exaltant la guerre et ses héros dans une mise en scène pensée par le Kremlin, et de l'autre, un courant né au sein de la société faisant référence à tout ce qui est populaire. Et qui l'a emporté? Voyez par vous-même. Lorsque la guerre a éclaté, les artistes qui peinaient à obtenir des financements publics ont compris que leur heure de gloire était venue. Il leur a alors suffi de dénoncer les atrocités commises par le régime ukrainien et de célébrer l'opération spéciale.
L'un des exemples les plus frappants est la série 2022, tournée dans les rues de Mariupol, une ville détruite et occupée par l'armée russe. Зачем эту американскую форму надела? Вот. Или ты в ней за независимость своей страны воюешь? Или, может, вас Запада юзают? En musique, un nouveau genre s'est aussi rapidement imposé, le rap de guerre. Родина сказала надо, пацаны сказали есть. Родина мать зовет в бой за правду и честь. Родины сыны со всех регионов страны. Нервы натянуты, крепче гитарной струны. Comble du cynisme, le rappeur Hakim Apatchev s'est approprié une chanson ukrainienne, un canton vogue sur la Tissa, pour en détourner les paroles. À l'origine, ce morceau était dédié aux victimes de la place Maïdan. Hakim Apatchev l'a transformé en hymne à la victoire des soldats russes en tournant un clip devant les ruines de Mariupol occupées. Les autorités ont beaucoup investi dans le marketing, mais sans grand succès. Elles ont aussi fait la promotion de recueils de poésie gratuits sur la guerre via un portail en ligne de l'État. On peut désormais y payer ses impôts, recevoir son courrier de mobilisation et y lire des poèmes parlant du front. J'ai voulu vous en réciter un. C'est un poème intitulé « Enfantin ». Aujourd'hui, le village a eu de la chance. Les soldats l'ont purgé avec vaillance. Bientôt, un autre connaîtra la même chance. Ils y entreront avec assurance. Sans fascistes, le monde sera libéré de la malveillance. Mais la poésie et la musique guerrière sont restées marginales. En gros, ça n'a pas marché. Et ces artistes patriotiques se sont produits dans des salles à moitié vides. Au même moment, les jeunes Russes ont créé leur propre tendance. Dans un contexte d'isolement et pendant que les grandes marques étrangères et les plateformes de streaming quittaient la Russie, ils se sont tournés vers leurs racines. Le folklore et les motifs traditionnels sont ainsi redevenus à la mode, forgeant une nouvelle forme de patriotisme qui n'exige pas de s'engager dans l'armée. Les vidéos de mariage à la russe sont devenues virales. Les femmes y portent le kokochnik, une coiffe slave, et les hommes la kosovorodka, une chemise traditionnelle. Cette tendance est devenue si populaire que Vladimir Poutine en a été informé. On m'a raconté qu'une tradition russe était en train de renaître chez nous. Apparemment, de jeunes femmes se rendent à des événements ou dans des bars vêtues de kokochnik et de costumes traditionnels russes. C'est pas une blague. Et c'est quelque chose qui me réjouit beaucoup. Vladimir Poutine doit également se réjouir qu'à la place des grands festivals internationaux comme Primavera ou Coachella, les Russes optent désormais pour la fête du concombre à Souzdal. Au début, les jeunes de la génération Z s'y rendaient surtout pour produire des contenus amusants. Mais ils se sont très vite pris au jeu. Le festival a attiré 35 000 personnes l'année dernière. En Russie, la musique folk domine. Les jeunes artistes indépendants recherchent de nouveaux sons en lien avec les chants folkloriques. L'an dernier, le groupe Ayola s'est fait connaître avec une chanson sur Omai, un personnage féminin d'une saga. Ce morceau, écouté des millions de fois à travers le monde, a été écrit en bashkir, une langue turque parlée par l'une des plus grandes minorités de Russie. Je viens de vous donner un exemple de chanson réussie. D'autres, en revanche, sont franchement embarrassantes.
Non, je ne parlais pas de Matouchka Zemelia, qui nous fait saigner les oreilles à force d'être diffusée en boucle. Actuellement, une autre chanson sur les couronnes de fleurs fait concurrence à ce titre. Песня про веночек. En ce moment, Nadejda Kadisheva est l'une des chanteuses les plus populaires de Russie. Depuis les années 1990, elle interprète des tubes folk que les grands-mères russes écoutaient déjà. Ses concerts ont soudain affiché complet car les jeunes se sont mis à la célébrer en dansant comme des fous. И можно сказать, La génération Z est-elle à ce point ironique et amoureuse du kitsch? Et pourquoi apprécie-t-elle autant les anciens motifs populaires? такой любви. Peut-être est-ce dû à la nostalgie d'une époque où Kadisheva passait encore à la télévision chez nos grands-mères et où tout allait bien. Добрым и понятным. Les contes russes envahissent aussi les réseaux sociaux. Générés par IA, des bogatirs et des jeunes filles en sarafane arborent désormais des tenues Gucci ou Prada. En synchronisant leurs lèvres au rythme d'une musique composée par IA, ces personnages se sont retrouvés en tête des tendances Internet mondiales. Зови меня вслед, не морозь мне следы по осколкам. Соберу я свои миры. Alors que l'État tentait de conduire la population vers un avenir militaire, les Russes ont décidé de se tourner vers leur passé. Mais cet attrait pour les traditions populaires semble surtout soutenir la guerre, ce qui est une véritable aubaine pour Vladimir Poutine. Pourtant, en se réfugiant dans cet imaginaire, la population cherche avant tout à se protéger de lui. Un peu comme dans une sorte de conte, justement. En Russie, les sanctions pour crimes politiques sont de plus en plus sévères et les peines d'emprisonnement de plus en plus longues. Les plus de 1100 personnes considérées comme des agents de l'étranger sont désormais assimilées à des terroristes ou des extrémistes. Certains de ces agents de l'étranger n'ont jamais été actifs politiquement. C'est le cas d'Alexei Raksha. Il est devenu le 1000e agent de l'étranger du pays. Et étrangement, il n'a pas quitté la Russie. En Russie, environ 40 millions de personnes sont âgées de 20 à 40 ans. 500 000 d'entre eux ont quitté le pays et ne sont pas revenus. Ça représente moins d'1,5% de cette tranche d'âge. D'un point de vue démographique, c'est plutôt négligeable. Je m'appelle Alexei Raksha, je suis démographe, je vis et je travaille à Moscou. Je m'intéresse aux questions démographiques et j'hésite pas à en parler publiquement. C'est des crises de nerfs, c'est pas de la politique. Ils feront pas croître le taux de natalité en hurlant. Malheureusement, nos revenus n'ont pas augmenté et n'augmenteront plus. Enfant déjà, j'achetais chaque année des atlas. J'avais même constaté que la population européenne n'augmentait pratiquement plus, contrairement à celle de l'Afrique qui allait bientôt nous dépasser. Et c'est ce qui s'est produit. J'ai travaillé au service démographique d'Eurostat, notre agence nationale des statistiques. Pendant la pandémie de Covid-19, pas mal de journalistes se sont tournés vers moi parce que l'organisme de protection de la santé diffusait des mensonges évidents. J'ai déclaré dans des interviews au New York Times et au Financial Times qu'à mon avis, tant et tant de personnes étaient mortes du Covid en Russie. Et on m'a licencié pour ça. Ensuite, j'ai commencé à gagner de l'argent en donnant des conférences et des interviews. J'ai aussi critiqué assez sévèrement les services sociaux. Le président a ordonné d'augmenter l'espérance de vie, comme d'habitude avec des décrets. Ça relève de la science-fiction. Chaque mois qui passe est plus surréaliste que le précédent.
Il n'existe pratiquement plus aucune donnée statistique en Russie. Depuis l'été 2025, plus rien n'est publié. Parce qu'il faut montrer que tout va bien, même si tout va mal. Les autorités dissimulent la mortalité masculine et le faible taux de natalité. L'espérance de vie a aussi considérablement baissé à cause de la guerre. D'après mes calculs, 140 millions de personnes vivent en Russie. À cela s'ajoutent plus de 3 millions de personnes provenant des nouveaux territoires. La population diminue plus ou moins d'environ 500 000 personnes par an. La guerre a accéléré ce déclin, mais sans bouleverser la tendance. Parce que ce conflit est trop petit pour influencer la démographie russe sur le long terme, si on compare ça à la Seconde Guerre mondiale, par exemple. La mortalité a augmenté, en particulier chez les hommes jeunes et d'âge moyen. C'est pour ça que les données statistiques ont été censurées, même si les chiffres sont nettement inférieurs à ceux d'il y a 20 ou 30 ans. Autrement dit, la vodka tue plus de personnes que la guerre en Ukraine. J'ai jamais eu peur de parler de tout ça. Voilà pourquoi j'ai été désigné comme un agent de l'étranger. Quand je l'ai appris, j'ai donné une interview à Russia Today. Une semaine plus tôt, l'entourage présidentiel avait sollicité mes conseils. J'ai comme principe de jamais refuser d'apporter mon expertise et d'être disponible pour tout le monde. Et comme j'ai répondu à des interviews d'agents de l'étranger, ils m'ont moi aussi catalogué comme ça. On est en guerre, et les guerres sont toutes terribles. Je le répète sans arrêt dans les médias. Un député de la Douma m'a expliqué pourquoi j'ai été catalogué comme un agent de l'étranger. Il y a deux raisons. La première, c'est que je suis devenu populaire aussi bien auprès des nationalistes que des libéraux qui s'opposent à la guerre. Et la deuxième, c'est mon indépendance. Personne n'a d'ascendant sur moi, et personne ne peut me faire taire. Voilà pourquoi on a voulu me réduire au silence. Ce député m'a dit qu'il tenterait d'en parler autour de lui. Il m'a aussi conseillé de partir dans le Donbass pour distribuer de l'aide humanitaire aux grands-mères, travailler avec leurs groupes parlementaires et leur fournir un retour honnête et constructif. Je lui ai répondu que je voulais bien partir dans le Donbass pour distribuer de l'aide humanitaire, mais que jamais je prendrais les armes. Finalement, j'y suis pas allé et les choses en sont restées là. Je suis un agent de l'étranger. C'est comme si vous possédiez un logement et qu'on vous en privait. Vous ne pouvez plus en disposer, ni le vendre, et on peut vous le retirer à tout moment. Vous ne pouvez plus travailler non plus. Fini les activités éducatives qui englobent aujourd'hui la simple gestion d'une chaîne Telegram et toute prise de parole en général. Comme j'ai pratiquement plus aucun revenu, je dois désormais donner des conférences à l'étranger. Ici, rien ne change vraiment. Les gens se plaignent des restrictions sur Internet et de la situation économique. Ils se plaignent aussi que certains établissements ferment et que leurs revenus baissent. Mais c'est interdit de parler de la guerre. On considère cette guerre comme une catastrophe naturelle. Tout le monde est contre. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Et si on ne peut rien y faire, pourquoi en parler? Que répondez-vous à ceux qui disent qu'en restant en Russie, vous soutenez ce qui s'y passe? Qu'ils aillent au diable. Déjà, je paye presque pas d'impôts parce que j'ai pas de travail. Et puis je suis un scientifique. D'un point de vue professionnel, les scientifiques n'ont pas à se soucier de ce qui se passe sur le plan politique. On devrait se contenter d'établir des faits de manière objective et rien d'autre.
En restant en Russie, ma parole a bien plus de poids que si je vivais à l'étranger. Mais tout indique que je vais bientôt devoir partir. En 4 ans, les Russes ont compris qu'il était inutile de vouloir changer la réalité et ont appris à l'ignorer. Mais le nombre de morts et les peines infligées pour de simples paroles ne diminuent pas pour autant. Tout ça appartient désormais à cette nouvelle réalité.